Elle est la deuxième femme à exercer la fonction de premier magistrat de la commune de San Pedro après Gla Claire en 1990. Elle a plusieurs casquettes, sage-femme de formation et de métier, femme d'affaires, femme en politique. C'est au RDR qu'elle a commencé sa carrière politique en tant que militante de base. Keita Cissé Nakaridja est notre invitée pour cet entretien de la rédaction de NCI. Elle a accepté de nous ouvrir les portes aux dépens méconnus de sa vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Pendant 30 minutes environ, nous allons ensemble découvrir cette femme téméraire qui dirige la deuxième ville économique de Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une femme professionnelle, une femme d'affaires, sage-femme de métier. C'est ça. Vous avez fait votre carrière dans la santé. Ça. Ensuite, femme en politique, mère. Comment vous vous définissez dans la vie? Je vous remercie. C'est un honneur pour moi d'ailleurs d'être là. Comme une femme, une maman, comme toute autre femme, mais qui a des objectifs, qui a des projets, qui a des convictions. Parlons de l'élection municipale de 2023. 6 candidats à San Pedro. Bon, parmi ces 6 candidats, une seule femme. Et vous avez gagné cette élection. Quel est le secret de votre victoire? Le secret de ma victoire, c'est la persévérance. Il faut avoir la conviction, il faut vraiment se faire confiance. C'est très important, se faire confiance, persévérer et être déterminé. Vous étiez sûr de gagner cette élection? Bien sûr, j'étais très sûre de gagner cette élection. On dirait que... Quels étaient vos points forts? Vous comptiez sur quoi? En fait, d'abord, je comptais sur mon projet de société. Et à ma grande surprise, vous avez dit tout à l'heure qu'en tant que sage-femme, j'ai exercé dans cette belle commune au moins pendant 15 ans. Donc, les actions que j'ai menées, sans penser qu'un seul jour, j'allais penser à être candidate à un quelconque poste, alors ça m'a beaucoup apporté dans cette élection-là. Donc, vous avez commencé au RDR, votre carrière politique. Vous avez été porte-parole des femmes du RDR. Vous avez été même présidente des femmes du RDR à San Pedro. Vous avez été même directrice de campagne d'un candidat du RHDP. En 2023, vous vous présentez en candidate indépendante. Donc, revirement de situation politique, comment vous expliquez cette candidature indépendante? Cette candidature indépendante, ça s'explique. En fait, d'autres ont pensé que c'était défier même le parti. C'était pas, vous n'avez pas considéré ça comme étant de la défiance? Moi, je n'ai pas considéré ça comme une défiance. Non, on ne peut pas défier son leader. Quand on dit défier le parti, c'est-à-dire le RHDP, c'est comme défier les responsables. Et le plus grand responsable, c'est le président, son Excellence Alassane Ouattara, quelqu'un que j'admire. C'est mon guide. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été présidente RFR, Rassemblement des femmes républicaines, et présidente même des femmes du RHDP, jusqu'en 2019, dans cette commune. Alors, je ne peux pas défier ce parti-là. Mais le RHDP avait un candidat à San Pedro, madame. Mais oui, le RHDP avait un candidat. Mais vous savez, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. OK. C'était quoi les réalités du moment? Les réalités du moment, c'est que le candidat que le RHDP avait proposé ne faisait plus le poids au niveau de la population. Donc, je me suis dit, mon parti, vu tous les investissements que le président, son Excellence Alassane Ouattara a fait dans la commune de San Pedro par rapport au port, allez à San Pedro aujourd'hui. Il y a 2 ans, celui qui a quitté San Pedro, il ne peut pas reconnaître la ville. Il y a l'université, il y a le CHR qui est là, les voies, les principales artères, tout est bitumé. Et laissez vraiment cette ville, deuxième ville portuaire, vous avez dit deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire, laissez ça partir ailleurs. Non. J'ai dit, il faut que je sauve mon parti. Demain, ils comprendront. Mais peut-être aujourd'hui, ils trouvent qu'on n'a pas la même vision. Mais je fais ça pour mon parti. Okay. Et pas contre mon parti. Je ne peux jamais me dresser contre le RHDP. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont compris? Ben oui, ils ont compris. Au deuxième tour, ils ont compris. Ils ont compris que vraiment, ce combat, ce n'était pas mon combat à moi seul.
je faisais ce combat pour le parti. OK. Donc, permettez-nous donc de comprendre cette partie d'élection. Donc, l'élection est annulée suite à une réclamation du candidat du RHDP. On reprend le scrutin et cette fois, vous avez le soutien du parti. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Ce qui s'est passé en ce moment, je ne dirais pas que le parti a fait un revirement de situation comme les gens ont analysé et compris. Non. Je vous ai dit tout à l'heure que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et le RHDP a pesé le pour et le contre. Est-ce qu'il faut se dire, oui, candidat du RHDP, allons pour aller, ou San Pedro, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, avec tout ce que le président a fait comme investissement, lâcher tout ça? Non. La politique, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. On n'est pas en mathématiques. C'est des visions. Alors, le parti, je pense bien, je profite là pour leur dire merci, a compris que non, il fallait faire un choix. Cissé Nakaridja, dites-nous, que répondez-vous à ceux qui pensent que depuis le début de cette campagne, vous étiez la véritable candidate du RHDP? Moi, je dirais que c'est archi faux. C'est archi faux. Cette candidature, c'était ma candidature à moi, au premier tour. Personne au niveau du RHDP ne m'a soutenu. Même officieusement? Même officieusement devant le Seigneur. Parce qu'au-delà de tout ça, je suis une croyante et pratiquante. Personne ne m'a soutenue. Et je vais vous faire une confidence. En fait, les gens pensent que peut-être c'est avec l'appui du RHDP que nous avons gagné ces élections. Oui, peut-être ça contribue. Mais même sans l'appui du RHDP, nous allons gagner ces élections-là. Parce que nous avons tout fait pour. Ce n'était pas une histoire du RHDP seulement. En tant qu'indépendante, ce qui est intéressant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que l'Ivoirien nouveau a compris qu'on ne vote pas quelqu'un parce qu'on est de même ethnie. Non. Ou bien on vient de la même région. Non. L'Ivoirien nouveau a compris aujourd'hui qu'il faut voter quelqu'un par rapport à son projet de société. Okay. Et ça, grâce au président Alassane Ouattara. L'Ivoirien nouveau aujourd'hui a compris qu'il faut le développement. Vous voyez? Et cela a joué beaucoup à ma faveur. Je suis allée rencontrer les enseignants. Et après mon passage, ils m'ont dit simplement, nous sommes PPACI, mais nous allons vous donner notre voix à cause de votre projet de société. Et ça m'a fait plaisir. J'ai compris que là, on est à un autre level. Les gens ont compris maintenant que ce n'est pas je suis Bété, je suis là, je suis Djoulaï, non. Donc, ça nous a beaucoup aidé dans cette élection-là. En tant que femme en politique, femme qui fait la politique, quel est le regard que vous avez de la place ou de l'importance des femmes en politique en Côte d'Ivoire, de l'engagement des femmes en politique en Côte d'Ivoire? La place de la femme en politique en Côte d'Ivoire, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Parce que quand on regarde les députés, on voit que les femmes, elles sont combien? Pas assez. Vous allez compter les maires en Côte d'Ivoire, mais ce n'est même pas la moitié des hommes. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'on ne leur facilite pas la tâche. Vous l'avez dit tout à l'heure, que oui, mais elle était la candidate cachée. Jamais. Le RHDP est un parti qui se respecte. Ils ne peuvent pas donner leur accord à un candidat RHDP et puis par derrière soutenir. Non. Ce n'est pas ce parti que je connais. Le RHDP n'est pas comme ça. Et ils n'ont pas fait ça. D'accord. Parlez des difficultés que rencontrent les femmes en politique. Quand vous dites qu'elles ne sont pas soutenues, de quel type de soutien parlez-vous? Les femmes ne sont pas soutenues, non seulement même par le parti, par leur parti de base. Parce que moi, je pense bien, quand nous allons pour déposer les dossiers, c'est par là même qu'on doit commencer les quotas des femmes. Mais ce n'est pas le cas. Vous présentez avec un homme, on dit, bon, comme il est ministre, il est ci, il est ça, alors c'est lui qui passe en primo. Et puis, je comprends pourquoi, d'ailleurs, les femmes, elles ne veulent pas se présenter. Vous faites tout pour aller vers le haut, mais on vous tire par le bas. Comment? Ben,
des injures, des propos injurieux. Mais les hommes aussi reçoivent des propos injurieux, madame. Oui, les hommes reçoivent les propos injurieux, mais ce n'est pas la même dimension que la femme. Pendant cette campagne-là, je peux dire que j'ai beaucoup souffert. Parce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui allait à l'école, qui a fait une série scientifique, après son bac, qui décide de son progrès, parce qu'elle aime l'être humain, le social, la femme, elle choisit d'être sage-femme, elle va faire 3 ans de formation, elle sort de là, diplômée d'État, fonctionnaire, et pour une campagne, on se permet de dire partout, et même il y a des cadres de ce pays, des ministres qui croyaient en cela, on dit, oh, elle est illettrée. Elle ne peut pas gérer cette ville-là, elle est illettrée. Et ça, c'était le propos de campagne. Elle est illettrée. C'est-à-dire, on vous tire dans la poubelle. OK. Donc, il faut être forte. Il faut être forte pour arriver où je suis arrivée. Personnellement, quels sont les défis que vous avez eu à relever dans votre parcours politique? Vous avez commencé en tant que militante de base au RDR. Aujourd'hui, vous êtes maire de la 2e ville économique de la Côte d'Ivoire, donc une femme engagée en politique. Quels sont les défis que vous avez eu à relever? Les défis sont grands. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'en tant que femme, déjà, il y a un effort à faire, mais en tant que femme, il faut doubler d'efforts. Donc, ça n'a pas été chose facile, parce que moi, j'étais la présidente RFR, Rassemblement des femmes républicaines, d'un parti qu'on ne voulait pas voir à l'époque. Et donc, c'était déjà un grand défi de s'imposer là. Après, Dieu merci, le président il a été élu en 2011. Et maintenant, du RDR, nous sommes passés au RHDP. Le RHDP aussi, c'était un autre défi. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes arrivés jusqu'à ce jour à nous défendre, à nous battre. C'est-à-dire, il faut simplement être courageuse. Il faut être courageuse. Vous savez, la politique, c'est des hauts et des bas. Ce n'est pas facile, mais il faut être courageuse. Il faut avoir un objectif, il faut avoir sa vision. Il faut se dire que j'ai un objectif à atteindre. Et cet objectif, coûte que coûte, il faut que j'y arrive. Tu n'écoutes pas les bruits des casseroles, sinon tu n'avances pas. C'est ça. OK. Cissé Nakarija, tout à l'heure, quand vous parliez de votre victoire, vous avez parlé de votre programme de société, le programme qui vous a permis de gagner cette élection. Quel est votre plan de développement pour San Pedro? Autrement dit, votre rêve. Quel était le contenu de ce programme qui vous a permis de gagner l'élection? Il y a plusieurs aspects. Bien sûr, les principaux... Les principaux aspects, ça va, on va parler d'infrastructures. Okay. Comme plusieurs villes, plusieurs communes de la Côte d'Ivoire, le président a fait de gros investissements. Et San Pedro fait partie de ces villes-là. Et aujourd'hui, les principales artères de la ville sont bitumées. Mais nous avons, vous savez, San Pedro, vraiment en train de se développer d'une façon très rapide. Il y a un grand essor. Alors, dans les quartiers, nous avons de sérieux problèmes de voirie. Donc, c'est pour cela, pour le programme triennal, j'ai décidé qu'on fasse vraiment un grand reprofilage des voies, un reprofilage lourd des voies. Okay. La voirie et l'adduction d'eau, l'adduction en eau potable, parce qu'il y a une pénurie d'eau à San Pedro. Donc, pour remédier à cela, nous avons décidé de faire des forages à motricité humaine pour que les femmes vraiment... Parce que souvent, elles se lèvent à 4 h du matin, à 3 h du matin pour aller chercher l'eau dans les quartiers reculés. Donc, nous allons remédier de façon urgente à ces problèmes-là de pénurie d'eau. Maintenant, il y a la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse, il y a l'employabilité des jeunes. Et vraiment, c'est un gros souci à San Pedro. Les 3/4 des jeunes ne travaillent pas. Donc, nous avons mis en place, pour les 3 ans à venir, de faire, on octroie des permis de conduire aux jeunes, plus de 1500 jeunes. En plus de ça, nous avons initié maintenant l'entrepreneuriat.
Parce que l'Ivoirien pense que quand on finit les diplômes, il faut automatiquement être embauché par la fonction publique. OK. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos jeunes qu'en dehors même de la fonction publique, on peut être chef d'entreprise. Donc, il faut passer par l'information d'abord, les former, et puis, alors, s'ils ont des vrais projets, quand on regarde que le projet il est viable, en ce moment, nous allons les aider par des microfinances, afin qu'ils puissent se réaliser. Au niveau de nos grands projets aussi, il y a la femme. Je suis une femme, je ne peux pas être maire de la commune de San Pedro sans penser aux femmes. Donc les femmes sont au cœur de votre programme. Les femmes sont au cœur de mon programme parce que ce que j'ai constaté, c'est que dans les foyers, quand une femme, elle exerce une activité, même si le mari ne travaille pas, la famille, il n'y a pas de problème. Elle arrive à subvenir aux besoins et de ses enfants et de monsieur. Alors que quand un homme il travaille et que la femme ne travaille pas, alors souvent, et qu'il a assez d'argent, c'est la deuxième femme. Il pense... Donc, il faut que les femmes soient des femmes autonomes. Alors, nous allons les aider à travers des projets. Sur l'autonomisation de la femme. Donc, on va noter l'importance accordée aux femmes, les infrastructures, les jeunes également qui sont pris en compte. Et nous allons essayer de comprendre tout ça. Nous sommes dans une ville, San Pedro, donc on ne le dira pas assez. Deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire, une ville industrielle, une ville qui est riche. Comment on explique le taux du chômage des jeunes? Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, il y a une part, le fait que les jeunes ne sont pas diplômés, qualifiés. Il y a beaucoup de nos jeunes qui arrêtent tôt l'école. Troisième, terminale. Ils sont allés à l'école, c'est vrai, mais ils n'ont pas de diplôme. Je prends le cas de la Soutra, c'est un exemple que je vais vous donner. Okay. La Soutra est venue nous voir et la Soutra voulait 69 machinistes. Mais je vous assure qu'on a fait des semaines pour trouver les 69 machinistes. Pourquoi? Parce qu'ils demandent un BPC plus le permis de conduire. Soit vous trouvez quelqu'un qui a le permis de conduire, mais il n'a pas de BPC. Ou il a le BPC, mais il n'a pas le permis de conduire. Donc c'est pour cela que nous avons initié cette idée de faire passer le permis de conduire aux jeunes. Est-ce que pour ce qui est de la formation, comment vous les accompagnez? Ce qui est de la formation, mais nous allons les accompagner selon les subventions que nous allons avoir, selon les subventions, et nous allons aller vers le ministère. Il y a un ministère dédié à la jeunesse, voir comment nous, San Pedro, pouvons avoir notre part pour pouvoir... Votre part de quoi? Des finances. Pour nous permettre de comprendre, permettre aux téléspectateurs de comprendre. Oui, quand je dis qu'il y a un ministère, effectivement, il y a un ministère de la jeunesse, le ministère de la jeunesse, de la formation de la jeunesse. Donc, je pense bien que ce ministère, il y a des budgets qui sont votés pour la jeunesse, n'est-ce pas? Donc, on viendra vers notre ministre, vraiment supplier pour qu'il puisse nous épauler, afin que nous puissions aider, former nos jeunes. Il y a souvent aussi des formations qui sont là, mais en fait, ils ne sont pas informés. C'est pour ça que nous voulons faire de la sensibilisation. Souvent, les jeunes, ils ne sont pas informés qu'il y a telle ou telle formation. Et donc, nous allons mettre une équipe en place qui sera le lien entre nous et la jeunesse. Et nous, maintenant, nous allons faire ce qu'il faut pour la formation des jeunes. Voilà. Formation des jeunes. Parlons également des défis sécuritaires à San Pedro. Comment vous prenez en compte dans votre programme de gestion de la ville cet aspect? Comment comptez-vous juguler l'insécurité à San Pedro? Je me rappelle notamment de l'affaire de cette jeune servante qui avait été retrouvée morte au bas de son immeuble dans la ville, de ce programme d'insertion des jeunes dits en conflit avec la loi. C'est une réalité à San Pedro, l'insécurité. Que comptez-vous faire? Oui, c'est une réalité à San Pedro, comme toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne dirais pas qu'à San Pedro, c'est plus accentué par rapport aux autres villes de la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous allons faire au niveau de l'insécurité, nous avons déjà commencé, c'est de mieux former notre police municipale. Former notre police municipale. La former sur quoi? Pour pouvoir bien exercer les activités. Okay. Parce que la sensibilisation,
Moi, j'ai dit, il faut sanctionner, certes, mais il faut sensibiliser. Et déjà, nous avons commencé à faire des réunions avec les chefs des quartiers. Parce que chez nous, chaque quartier a un chef. Avec les chefs de quartier, les chefs de communauté, les présidents des jeunes, les présidentes des femmes, quartier par quartier, pour discuter par rapport à la sécurité, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils veulent. Parce qu'il ne faut pas venir imposer des choses. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils entendent? Comment ils peuvent nous aider à sécuriser les quartiers? Si chacun décide de nous aider à sécuriser, surtout la jeunesse, à sécuriser son quartier, je pense qu'au niveau communal, on n'aura pas de problème, mais sous le regard bienveillant, justement, de la police nationale, et en collaboration avec la police nationale et la police municipale. Je crois que la jeunesse, si vous voyez aujourd'hui qu'ils s'adonnent à pas mal de choses, il faut dire que c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité. Voilà. C'est pour cela qu'on veut passer par la formation. S'ils sont occupés à faire une activité, je pense que ça va beaucoup diminuer l'insécurité. De ce que je comprends de votre programme, il s'agit d'impliquer les populations, notamment les jeunes, mais les populations dans la sécurité de la ville. C'est bien cela? Oui, oui. Nous voulons les impliquer. On va confier le quartier, non seulement au chef de quartier, à la jeunesse, à tous les responsables. Il faut qu'ensemble, nous décidons. Nous l'avons fait pendant la CAN. Pendant la CAN, vous avez vu, il n'y a pas eu de dégâts majeurs à San Pedro. Il n'y en a pas eu de problème d'insécurité. Parce que nous avons eu plusieurs séances de travail avec les chefs de quartier, avec les jeunes, pour leur faire comprendre que oui, c'est l'image, il s'agit de l'image de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'image du président de la République. Alors, faisons bien les choses. De l'image de la ville aussi. De la ville aussi, de l'image de la ville. Voilà, surtout c'était une ville calme. Donc, on était en compétition. Je ne peux pas dire ça en compétition, on va dire ça comme ça. On leur disait qu'on était en compétition avec les autres villes, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké, pour qu'ils comprennent... Une saine compétition. Une saine compétition, voilà, une saine compétition, pour qu'ils comprennent que vraiment, c'est important. Il faut que vous soyez sages. Et ça a réussi, ça a marché avec la communication. Donc, nous allons toujours continuer avec cette communication. Il s'agit de leur ville. Donc, l'image de la ville de San Pedro. Alors, faisons tout pour ne pas vraiment qu'il y ait des problèmes d'insécurité, que ceux qui viennent nous visiter, surtout il ne faut pas oublier que c'est une ville balnéaire, c'est une ville touristique qui est beaucoup visitée, alors arrangeons-nous pour que les gens viennent visiter notre ville, puis que nous ayons des retombées économiques. Positives, des retombées positives également. Positives, voilà. Parlons un peu des promesses de campagne, de ce que j'ai pu lire, notamment pendant votre campagne, cette promesse de réduction de la taxe communale, une promesse qui a séduit les transporteurs, les commerçants. Aujourd'hui, qu'en est-il en ce qui concerne bien sûr la réalisation de la promesse? Qu'en est-il sur le terrain? Est-ce que les taxes ont été réduites? Est-ce qu'elles sont en train d'être réduites? Comment cela se matérialise à ce jour à San Pedro? Vous savez, une femme, c'est la parole donnée. Et vous, cette femme comme moi, vous le savez, quand on donne une parole, on tient à ça. Ça, c'est la marque de fabrique de la femme. Alors, la promesse est tenue. Donc, il y a des taxes, tout ce que j'ai dit qu'on allait diminuer. Aujourd'hui, nous sommes en train de diminuer. Parce que, en fait, trop de taxes tuent la taxe. Il faut les acteurs les amener à comprendre qu'il faut payer la taxe. Sans la taxe, il n'y a pas de commune. C'est ça. Avec la décentralisation aujourd'hui, les communes comme notre commune, San Pedro, les supra-communes, les années à venir, nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas attendre encore de l'argent de la décentralisation. Mais ils ont compris cela. Certes, nous avons diminué, mais ils sont motivés à payer. Vous avez diminué de combien à combien? Est-ce qu'on peut avoir de façon pratique ou bien le montant qui est payé par exemple, quand je prends l'exemple du macaron qui est payé à 5 000, maintenant on a diminué de 1 000 francs. Il paye à 4 000. Vous voyez? Donc, quand je vois les couturiers, chaque atelier doit payer maintenant 2 000 par atelier. Alors qu'on leur avait imposé 2 500 par tête de machine et ils n'ont jamais payé. Ne rien payer ou payer, avoir un peu.
Donc, moi, j'ai choisi, non, s'ils payent un peu, 1 plus 1 plus 1, ben, c'est beaucoup. Et s'ils ne payent rien, ça ne va pas. Ils n'ont jamais payé les 2500 par tête de machine. Est-ce qu'ils ont commencé à payer maintenant? Ben oui, ils ont commencé à payer. Eux-mêmes, ils appellent la mairie pour dire ah ben, à quand nous devons commencer à les payer la patente, l'ODP. Même hier, nous avons une réunion sur l'ODP. C'est eux-mêmes, le vendredi prochain, j'aurai une grande réunion avec tous ceux qui font la publicité à San Pedro. C'est pour vous dire que les gens, eux, c'était 2000 francs par mètre carré. Et bien, nous avons réduit à 1500. Et les premiers qui vont payer les 3 premiers mois de l'année le plus tôt, les 10 premiers, alors ils auront une réduction. Tout ça, c'est pour les inciter à payer. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sage-femme, mais une femme d'affaires. Donc, en affaires, bien sûr, parlons de vous. Voilà. Voilà. En affaires, je me connais mieux. C'est un terrain que je connais. Je sais qu'en faisant cela, les gens ils viendront payer. Nous allons même initier des cartes au marché que nous allons donner aux femmes. Si vous remplissez les 1 mois, vous payez vos taxes correctement, alors on vous accorde 1 jour de gratuité. Tout ça, c'est pour les inciter à payer. Non seulement à payer, et pour qu'ils réclament les tickets. Okay. Parce que s'ils ne réclament pas les tickets, ben, l'agent recouvré, il prend, il n'y a pas de trace. Ce n'est pas sûr que c'est versé à la caisse de la mairie. Voilà, c'est versé à la caisse de la mairie. Okay. Alors, quand nous allons initier ces petites cartes, alors, ben, les dames vont réclamer les tickets pour que nous puissions cocher et puis avoir vraiment des réductions après. Vous êtes la 2e femme à diriger la ville de San Pedro. Et au moment où nous apprêtons à refermer cette émission, c'est vrai que vous n'êtes pas au terme de votre mandat et que l'aventure ne fait que commencer, mais qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous en tant que maire de San Pedro? Quelle est la marque que vous souhaitez laisser? Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, de voir en cette femme-là une femme qui a confiance en elle-même et qui demande à toutes les femmes d'avoir confiance en elle. Parce que quand on a confiance en soi, quand on est déterminé, alors, quel que soit le problème ou la personne qui se dresse devant nous, nous allons tout faire pour atteindre notre objectif. Je demande à toutes les femmes de persévérer, de croire en elles et d'être déterminées. C'est en cela qu'elles pourront arriver. C'est ce que je veux qu'on retienne de mon passage. Cette femme, c'est une femme déterminée. Ok. Voilà. D'accord. Dites-nous juste un mot sur la célébration du sacre des éléphants. San Pedro était une ville calme et San Pedro a abrité un match qui était important pour la Côte d'Ivoire, le match du Maroc. Maroc. Tout à fait. Et comment donc la célébration, quelle était l'effervescence dans la ville après la victoire des éléphants? Mais San Pedro était en effervescence. En fait, on ne pouvait même pas passer. Toute la population était dehors. Je voudrais dire à la Côte d'Ivoire entière que la victoire de la Côte d'Ivoire a commencé à San Pedro. À San Pedro, ok. Et j'ai dit ce jour, les ministres étaient là, j'ai dit, nous avons gagné. Vous ne comprenez pas, mais nous avons gagné cette CAN. Parce que San Pedro, c'est une ville de chance. En 92, les éléphants sont allés se préparer à San Pedro. Okay. Et nous avons rapporté. Et aujourd'hui, en 2024, et le Maroc, qui était notre seul espoir, et ça se passe où le match? À San Pedro. Ben, une fois quand le Maroc a gagné et nous se sommes qualifiés, j'ai dit, ben, c'est fini pour la coupe. La coupe, c'est chez nous. C'est fini. Ça n'ira nulle part. Et effectivement, c'était ça. Avant le match, moi, j'avais les 3 étoiles. Ben oui. Mais le président de la République, il a dit, il dit, il n'y a jamais 203. Et cet homme, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est un homme béni. Tout ce qui touche est de l'or. Donc, je me suis dit, s'il l'a dit, alors c'est que nous allons gagner. Déjà, j'avais déjà la conviction depuis le match du Maroc que nous allons remporter la coupe. Okay. Et
mon président encore vient dire que oui, ben, il n'y a jamais 203. Il dit non, non, ma chemise là, couturier, il faut mettre 3 étoiles parce que nous allons gagner. Il dit, mais madame, il ne faut pas. Il dit non, 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 non. Madame le maire va se promener avec les 3 étoiles aujourd'hui. Et Dieu merci, la coupe est là. On va la fêter, même 1 mois est petit. C'est ce que je demande. Bon, on ne pourra pas tous les joueurs parce que la compétition a commencé de l'autre côté. Je sais bien qu'ils vont, la majorité ils vont rentrer. Ben, je souhaiterais que le ministère du Sport quand même fasse un effort puisque San Pedro était une ville calme et San Pedro leur a apporté la chance. Donc, avec, vous souhaitez que la coupe arrive à San Pedro? La coupe arrive à San Pedro. D'accord. Comme ça, on va dédier même une rue. Merci beaucoup, Madame Cissé Nakaridja, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Nous sommes donc au terme de cette émission et je souhaite une très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne à tous nos téléspectateurs.